Mesdames et messieurs, c'est un plaisir partagé avec vous que l'on se retrouve sur ce plateau de Mandico Presse, la tribune des journalistes, avec lesquels nous évaluons l'actualité, nous échangeons nos opinions sur ce qui constitue l'actualité en RDC. Très vite, sur ce plateau aujourd'hui, c'est un plateau assez spécial. Nous allons commencer par ma gauche, à l'extrême gauche, j'ai monsieur Pascal Kambala, que vous connaissez bien, Pascal Kambala, rédacteur en chef chez B1 Radio. Pascal Kambala, bonjour. Bonjour, merci. Et après M. Pascal Kambala, là, un invité qui participe pour la première fois à ce numéro de Mandico Presse, il s'agit de M. Innocent Kambala, qui est analyste, journaliste indépendant, expérimenté. Moi, je me permets de l'appeler comme ça. M. Innocent Kambala, bonjour. Bonjour, M. Guy. Bonjour aussi à tous les confrères que je découvre pour la première fois sur ce plateau. Vous l'avez dit, c'est une première pour moi. Voilà, un plaisir partagé. Et à ma droite, nous allons commencer par l'extrême droite, à nouveau dans ce numéro de Mandico Presse, M. Henri Nguindou. M. Henri Nguindou est journaliste, rédacteur en chef du desk politique chez C24+, une chaîne qui monte. Bonjour M. Henri Nguindou. Bonjour, merci de l'invitation et je salue aussi mes co-débatteurs et je crois que nous aurons un très bon débat. Ça sera un très bon débat, je vous assure. Et pour terminer, il n'est plus à présenter. Il n'est plus à présenter, c'est M. Viningani Junior, qui est rédacteur en chef chez Mandico ici. C'est en fait un des hôtes. C'est lui et moi qui recevons nos amis pour Mandico Presse. M. Viningani, une fois de plus, bonjour. Bonjour, merci et bonjour également à Pascal de cette confiance renouvelée ainsi qu'à tous les co-débatteurs. J'espère que nous aurons un débat de qualité. Voilà, merci beaucoup. Il le faut bien, il faut un débat de qualité pour pouvoir orienter l'opinion, expliquer, faire voir aux gens qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il n'en est pas. Nous allons très vite démarrer par les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle tout récemment en ce qui concerne les requêtes en invalidation de Moïse Katumbi et La Cour constitutionnelle s'est réunie le lundi 30 octobre 2023 pour statuer sur la requête de Noël Tchani contre la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle prévue pour le 20 décembre 2023. La Cour a déclaré cette requête recevable mais non fondée. Noël Tchani avait soulevé deux inquiétudes concernant la nationalité de Moïse Katumbi, affirmant que ce dernier détenait une autre nationalité que la congolaise au moment où il avait obtenu son certificat de nationalité. Pour étayer sa position, Tchani a cité le fait antérieur où Moïse Katumbi aurait utilisé des passeports étrangers pour voyager dans d'autres pays, notamment lorsque son passeport congolais avait été confisqué en 2017. La Cour constitutionnelle a tranché en faveur de Moïse Katumbi, déclarant la requête de Noël Tchani recevable mais non fondée. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contentieux de candidature à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente. Dit la présente requête recevable mais non fondée. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, au candidat contesté ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Il y avait aussi une autre requête déposée par un certain Chivoadi Mansanoa. L'auteur de cette requête soulevait deux questions concernant, selon lui, un contentieux professionnel qui impliquerait le candidat Katumbi. Cette requête a été déclarée irrecevable. Une autre requête jugée recevable mais non fondée est celle de Seth Kikouni, initiée contre Félix Tshisekedi, arguant que lors de la présidentielle de 2018, ce dernier s'était présenté sous Tshisekedi Tshilombo Félix, alors qu'en 2023, il se présente sous Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La liste deux autres candidats ont été repêchés. Au lieu de 24 candidats retenus, la Cour constitutionnelle a retenu 26 candidats pour la présidentielle du 20 décembre 2023.
Monsieur Pascal, on commence par vous. 2 requêtes qui ont, disons 3. Une contre Félix Tshisekedi pour s'être présenté avec Félix Tshisekedi, et cette fois-ci c'est Tshisekedi Félix, je ne sais pas. Juste les noms qui ont été changés, renversés. Et 2 requêtes contre Moïse Katumbi, dont l'une de Tchani et d'un autre candidat par rapport à, je ne sais pas, quelque chose, une affaire de compétence. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, en fait, la Cour constitutionnelle, les juges de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures n'examinent pas la beauté ou la laideur des candidats, mais examinent les pièces à joindre dans votre dossier de candidature. Parce que vous savez, en RDC, lorsque il faudra nous journalistes, nous avons une grande mission à apprendre aux autres qui ne maîtrisent pas les questions, d'autres questions. Vous savez, lorsque vous êtes en contentieux de candidature, on vous demande, on analyse les pièces que vous avez déposées et non la beauté et la laideur des candidats. C'est-à-dire que il était question de demander, est-ce que vous avez votre certificat de nationalité? Là, le juge est actif pour vérifier les documents. Si vous êtes en ordre avec la loi, on vous déclare votre candidature valide et puis vous allez compétir. C'est-à-dire que le problème ici, je le répète, dans notre pays, le débat politique est faussé sur des questions qu'on n'en a pas besoin. Ces questions justes. La Cour siège et regarde si vous avez rempli les conditions imposées par la CENI et si vos documents sont valides, et vous déclare valide. J'ai l'impression que M. Guidou n'était pas tout à fait d'accord avec l'expression beauté et laideur. Qu'est-ce que vous en pensez, Henri de la Cour constitutionnelle? Merci de faire plus de la parole. Moi, je crois que les arrêts de la Cour constitutionnelle, c'est du juridiquement correct. Parce que, vous savez, au-delà du fait que la Cour doit dire les droits, il y a aussi un aspect politique, un aspect lié au contexte politique actuel. Mais tout le monde dans un contexte où la Cour invalidait la candidature de Moïse Katumbi, vous voyez à quel niveau la tension va être vécue au pays. Nous risquons de vivre les événements malheureux de l'épuration ethnique de 1991 au Katanga. Donc, c'est que... S'il vous plaît. Souffrez que je finisse. Ne me coupez pas par ce moment que j'ai fait ma réflexion. Parce que ça serait rebelle de ne pas me laisser finir ma réflexion. Parce qu'il faut dire que quand je dis que c'est juridiquement politique, juridiquement correct, c'est parce que ici les juges se sont basés sur ce qu'on appelle l'intime conviction. On le sait que sur le plan du droit, les débats existent. Et c'est de la bonne guerre, parce que si aujourd'hui, M. Tchani se base sur un élément aussi important, qui est un article d'un média international, pour remettre en cause la nationalité de Moïse Katumbi, les débats il existe, le débat il est vrai. Mais on se pose une question, voilà, il faut un peu de la bonne morale politique, on se dit, voilà, les contestes ne prêtent pas, n'est-ce pas, ne prêtent pas le terrain à ces débats-là. C'est comme ça que le juge, se basant sur l'intime conviction, ont validé, n'est-ce pas, les candidatures des uns tout comme des autres, en rendant, n'est-ce pas, les requêtes des uns tout comme des autres recevables mais non fondées. Voilà. Si je pouvais placer un mot. Vous savez, on doit faire très attention. Lorsqu'on parle de l'intime conviction du juge, c'est la décision du juge qui est basée sur les éléments objectifs et non sur un sentiment subjectif. Attention. Et les deux, on doit faire très attention. Si tout Congolais, lorsqu'il y a un procès devant n'importe quel tribunal, si vous n'êtes même pas parti au procès, vous pouvez intervenir par la procédure d'intervention volontaire et vous joindre à ce procès. Tout Congolais qui sait que Moïse a des certificats de nationalité, c'est un étranger. Il fallait vous joindre à ce procès. À ce stade, on ne peut plus parler que Moïse est un étranger. Moïse est Congolais. Voilà. De par la loi, de par cette décision. Donc, dire que les juges se sont peut-être politiquement correctement. C'est-à-dire qu'on a octroyé la nationalité à un peuple divisé. Non, ce langage de diviser les casseurs de Katangé, on doit éviter cela. Voilà, on doit éviter parce que j'attends, ça commence aussi à atteindre les hommes politiques, les journalistes, et c'est très dangereux. C'est un moyen. Non, c'est un moyen dangereux. C'est un moyen dangereux pour diviser la population. S'il vous plaît, monsieur Kapkala. Oui, moi je pense que c'est quand même un faux débat autour de la question de nationalité à partir du moment que, pour une fois, nous sommes en train d'assister à un certain progrès du point de vue de la justice. Parce que tout a été dit à ce sujet. Beaucoup ont péoré dans tous les sens, mais aujourd'hui, la Cour
a décidé et a départagé les gens sur base des faits. Parce que nous autres journalistes, ce sont les faits qui nous intéressent. Et le fait, c'est qu'il y a un critérium pour pouvoir se présenter à des élections, notamment au niveau de la présidentielle. Donc on a présenté des pièces qui étaient en ordre, et non pas tous les bruits autour de ces pièces. J'ai jamais entendu autant de bruit sur ces arrêts. Je pense qu'à partir du moment que la Cour s'est prononcée, il n'y a plus de débat à faire. Mais nous pouvons commenter des choses autour de cela. J'ai lu plutôt ce que Henri Nguidou disait tout à l'heure autour de la tension qui pouvait intervenir si jamais on arrivait à invalider Moïse Katumbi, mais non. Ça, c'est pas correct. Je pense que c'est un discours qu'il faut valider. Oui. Simplement parce que Moïse Katumbi était un candidat, il s'est présenté et il avait le devoir de démontrer que les faits qu'on lui reprochait n'étaient pas corrects. Et du coup, la justice s'en est saisie, et puis finalement, la vérité est là. Et c'est tout. Alors, donc Moïse se présente avec d'autres moyens pour pouvoir convaincre. Ici, il va être question plutôt du programme qu'il va présenter, de l'offre politique qu'il va présenter aux Congolais pour pouvoir mériter par exemple de leur confiance. Et c'est ça qui peut être intéressant. Mais dire que si jamais on n'invalidait pas la candidature de Moïse, ce serait... Ça, c'est pas un discours... Monsieur Vini, au niveau des journalistes, il faut éviter ça. Pourquoi il faut éviter ça? Pourquoi il faut éviter? Mais parce que justement... Mais il n'a fait que la loi existe. Et tout le monde doit se confier à la loi. Et nous, journalistes, nous devons informer la population. La plupart des cas, ici, les gens qui ont, entre parenthèses, la connaissance, essaient de se jouer d'une certaine léthargie qu'on constate dans la population pour pouvoir balloter les gens et essayer de glisser. Moi, je me joins à l'avis de mon grand frère, comme il dit que nous sommes en train d'assister à une sorte de progrès concernant la justice, parce que tout le monde s'attendait à que Moïse Katumbi soit exclu. Mais aujourd'hui, il a démontré les pièces comme il fallait le faire et aujourd'hui. Mais le discours que vient de Henri Nguidou, c'est qu'il parlait, il a essayé simplement de dire tout haut ce qui s'est dit tout bas. Voilà, oui. On ne peut pas demander à peut-être la forme dont il l'a dit, qu'on peut passer à une sorte de division et tout ça. Mais dans le chef des Congolais, tout le monde le sait. Moi, je l'ai dit sur ces plateaux. Lorsque Moïse Katumbi est allé déposer sa candidature, il y avait une sorte de sévérité par rapport à son dossier. Quelqu'un, ceci, il faut faire ceci. Et moi, je l'ai dit ici, avant même que Tambou Mwamba se présente. Parce que Tambou Mwamba dit qu'il faut éviter d'embraser les pays. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, sur le plan juridique, la Cour constitutionnelle a démontré que nous devons avoir foi en lui. Parce qu'aujourd'hui, à la fin, il y aura des contentieux électoraux. Mais si déjà au départ, et que le jugement était faussé, qui va avoir foi à cette cour? Non. Donc, il a dit tout ce qu'il dit tout bas, mais avec une sorte de légèreté que moi d'ailleurs je condamne. Parce qu'on ne peut pas à tout prix comme ça. Qu'est-ce que tout le monde sait? Parce que c'est ce que tu je vous accorde d'abord. Tout le monde sait bien que Moïse Katumbi, en 2000, ne pouvait pas accéder au pays parce qu'il était déclaré non compétent. Et c'est là déjà... Et le ministre de la Justice de l'époque l'avait dit à haute voix. Curieusement, aujourd'hui... C'est un sujet italien. Ce n'est plus un sujet italien. Alors qu'il y a des gens qui s'accrochent. Bien entendu, on a sorti qu'il avait reçu son passeport en bonne et due forme. Mais est-il que ce fond, comme on dit, cette lie qui reste dans le verre, n'a pas été oublié? Première chose. Deuxième chose, nous connaissons les sensibilités qui tournent autour de la candidature de Moïse Katumbi. Non, mais les sensibles, vous savez quoi? Cette fibre, comment dirais-je, le tribalisme, c'est-à-dire quoi? Ce sont les hommes politiques qui influencent des journalistes. On doit éviter d'être journaliste ou politicien, radio, télévision, mille collines. C'est-à-dire que aujourd'hui, Sami Badibang a été nommé Premier ministre, alors qu'il était sujet belge. Et par après, il a été forcé, pas forcé, mais il a été obligé de renoncer à la nationalité belge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons protéger la nation, les valeurs. Qui peut être candidat président de la République? C'est un Congolais, et non un étranger. Et c'est là où nous devons... Et cette histoire-là, d'attiser les fibres, moi j'en appelle à la police et à la justice de sévir tous ceux-là qui passent dans des médias pour susciter... Vous savez, il y a des gens qui ont été victimes.
Si peut-être les gens ne savent pas, moi, j'ai mes membres de famille, moi je suis à Lubumbashi, au Katanga, mais je suis du Kassai. Mais nos parents, nos frères et sœurs, nos oncles ont subi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons refuser cela. Nous sommes une seule nation, nous devons prôner les valeurs. C'est-à-dire que ce sont des messages à condamner par la politique. Nous condamnons, mais tout le monde sait. Il y a eu des gens qui ont dit que si la candidature de tel n'est pas retenue, nous allons couper, nous allons faire ça. Non mais attendez, on ne combat pas la République, on ne combat pas un État. Aujourd'hui, le malheur c'est quoi? L'État congolais doit fonctionner. Je l'ai toujours dit, l'État congolais doit fonctionner et retracer tout le monde. Vous savez, un autre élément qu'on n'a pas soulevé, c'est ce moratoire-là des doubles nationalités. Il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, des acteurs qui ont des doubles nationalités. Je m'appelle Pascal Bamaraï Kambala parce que je suis congolais. Mais je vais en Europe, je change de nom, je me donne à M. Henri Machiali. Mais quand on voit la photo, c'est toujours la même personne. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de débat sur la double nationalité, mais on doit rompre, qu'on doit tirer au clair. Il y a un vrai débat. On verra peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus sur le débat, mais il n'y avait pas qu'une requête pour invalidation de Katumbi. Il y avait aussi de Félix Tshisekedi qui a été celle qui connaît. Non, mais ils ont porté cette requête avec beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté. C'est avec beaucoup de légèreté. Les éléments de nom. En bois congolais, le nom est puisé dans le patrimoine culturel congolais, demandez même à ceux-là qui ont déposé comment ils appellent leurs enfants. Est-ce qu'ils ont puisé le nom là dans le patrimoine culturel congolais? C'est ça le vrai débat dans notre pays. Les Congolais ne veulent pas respecter la loi. Les Congolais ne veulent pas aller vers... Félix Tshisekedi Félix. Non, regardez, qui a porté, si c'est vrai, qui a écrit comme ça? C'est le candidat ou bien c'est la CENI? Bon, c'est là un vrai problème aussi. Qui a écrit comme ça? Et de deux, la Cour constitutionnelle a déjà tranché. Voilà. Allez donc, je vais revenir là-dessus. Oui, mais écoutez, d'abord pour cette requête-là, moi je l'appelle plus ou moins alimentaire. Simplement parce qu'il y a des gens qui veulent se faire connaître, parce qu'il y a des candidats qui sont connus et d'autres qui ne sont pas connus. Il y a des candidats qui sont là pour pour question de charme, pour figurer et pour peut-être essayer d'écrire sur l'histoire. Si aujourd'hui on parle de tête qui coulent, bon, c'est déjà une publicité en plus qu'on est en train de faire pour ce candidat-là. Et donc, il faut trouver des moyens. Ça fait partie des stratégies pour essayer de se vendre. Encore que lui-même, d'ailleurs, on le sait très bien que il est fort dans le commerce, et donc le commerce, c'est plus du marketing qu'on utilise. Et donc, on a beaucoup de tactiques en marketing, c'est notamment, par exemple, utiliser cette astuce-là. Mais est-ce que lui-même est-il convaincu que sa requête pouvait avoir un gain de cause? Non, je ne pense pas. J'espère qu'il a la réponse. On passe à un autre sujet. Alors là, nous en avons fini avec les arrêts. Nous allons rester dans le même contexte. Il aurait fallu d'en tirer un pour que Marie-Josée Foucault rentre dans l'histoire une deuxième fois. C'était l'unique femme en 2018 et c'était pratiquement la seule femme. Heureusement, heureusement, je ne sais pas comment, parce qu'il faut dire, la Cour a réhabilité, repêché Madame Joëlle Billet. Alors, nous allons essayer d'évaluer ces deux femmes, parce que pour une fois, nous avons deux femmes dans la course par la présidentielle. Régis, s'il vous plaît. Requinqué par l'arrêt de la Cour constitutionnelle en sa faveur, Joëlle Billet est désormais prête pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Elle a eu gain de cause à cette haute cour qu'elle avait saisie contre la Commission électorale nationale indépendante qui avait refusé sa candidature pour manque de certains documents exigés. Déjà dans sa peau des candidates, Joëlle Billet s'estime heureuse d'avoir gagné cette bataille qui n'est qu'un prélude à ce qu'il attend. Elle a félicité la Cour constitutionnelle qui a dit le bon droit en sa faveur. Je me définis comme une femme heureuse de constater que l'état de droit dont on prône depuis quelque temps dans notre pays a réellement été démontré. Grâce à cet arrêt de la Cour constitutionnelle vers laquelle je me suis orientée pour obtenir un droit de recours. Et aujourd'hui, par le simple fait que j'ai été réhabilitée et que mon dossier peut être déposé à la CENI, je peux dire que je suis une femme heureuse, une candidate présidente heureuse. 48 heures après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, Joëlle Billet s'est rendue à la centrale électorale où elle a déposé sa candidature. Après réception de son dossier par la CENI, la candidate à la présidentielle de 2023 a livré ses impressions à la presse.
Mes sentiments sont des sentiments bien entendu de joie. Mes sentiments sont aussi des sentiments de compassion et de sympathie vis-à-vis de mes compatriotes, parce que si je peux dire un mot aujourd'hui, c'est que pour la jeunesse par exemple, l'heure est arrivée de pouvoir rêver grand. Pour les femmes, je voudrais dire qu'il est aussi là l'occasion et l'opportunité de pouvoir pénétrer cette sphère politique qui n'a pas compris encore que la masculinité positive était un atout pour notre développement. Le train des élections est déjà en marche et tous les candidats se préparent à débuter leur campagne électorale le 19 novembre sur toute l'étendue de la RDC. À ces jours, on compte 26 candidats déclarés pour l'élection présidentielle du 20 décembre prochain, en attendant la liste définitive qui sera rendue publique le 18 novembre par la CENI. La renaissance de la République démocratique du Congo par la combolisation. En fait, nous avons analysé la situation du pays et on a compris que le mal vient de notre première naissance. C'est pour ça que je parle de la rupture du système de prédation. Depuis que nous sommes nés État indépendant du Congo, cette première naissance qui a été donnée par les prédateurs, cet état d'esprit qui nous a donné naissance comme État, c'est malheureusement perpétué à travers nos dirigeants jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que notre message, nous voulons faire comprendre au peuple congolais que c'est un modèle chrétien. J'ai pris ça sur le modèle chrétien où il y a eu une première naissance, Adam et Ève, qui ont échoué. Et c'est ainsi que quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, ça nous permet de vivre une nouvelle vie. C'est exactement le même modèle. Donc il y a eu une première naissance qui a échoué. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même état d'esprit malgré l'indépendance, malgré les 3 républiques, mais c'est toujours le même état d'esprit. C'est ainsi que nous venons faire comprendre au peuple congolais, pour que nous ayons une république forte, pour que nous ayons une nouvelle république, il faut que l'état d'esprit de l'homme congolais soit transformé. En 2018, j'étais la seule femme candidate. Aujourd'hui, nous sommes à 2, mais tant mieux. Cela montre que les femmes se réveillent, que les femmes se battent aussi pour pouvoir s'imposer dans cette arène qui n'est pas de tout repos, surtout pour nous les femmes, mais ça montre qu'il y a de la volonté de la part des femmes. Ça montre aussi que les femmes aujourd'hui sont capables d'aller au-delà des traditions. Et donc pour moi, j'en suis contente, j'en suis fière aussi de voir que je ne suis pas seule. Mais bon, c'est dommage parce que nous ne sommes qu'à un seul tour. Et c'est ça qui me désole, parce qu'on aurait dû aller au 2e tour, ainsi on aurait pu voir un peu le poids de chacun. Marie-Josée Foucault et la combolisation, changer l'esprit. Joël Billet, la jeunesse. Monsieur Henri Nidou, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, il fallait plus de la parole, mais je voudrais faire constater une chose sur ce plateau, que le débat n'est pas égalitaire. C'est-à-dire? Dans la prise des paroles, vous allez voir que les 2 co-débatteurs en face de moi ont eu beaucoup plus de temps, même pour se prononcer en ce qui concerne la requête de Félix Tshisekedi, et je crois que nous ne partons pas avec la même arme à l'épaule. Donc si vous voulez me protéger, je crois que ça sera faire œuvre utile. Alors je vais revenir sur des faits. Donc moi je crois que s'ils sont journalistes communautaires, c'est une très bonne chose. Moi je suis journaliste politique. Je me base sur les faits. Oui, non, lorsque vous prenez les résultats faits par la structure Sangoya Bomoko, on vous démontre que l'enquête démontre qu'il y a une sorte de tension par rapport à la candidature de Moïse Katumbi. Oui, non, mais on n'a pas de... Est-ce que je veux dire, le débat il n'est pas égalitaire, c'est souvent que ça. Très bien. On vous repêche sur vous accorder une minute. Albert Camus dit ceci, que les journalistes c'est un historien du temps. Donc si elles ne veulent pas accepter le fait tels qu'ils sont, je suis très désolé. Donc s'ils sont journalistes, et, je ne sais pas moi, éditorialistes, ou soutiennent des candidats X, Y, je n'entre pas dans les débats. Mais ce qui est vrai, c'est que la tension est autour, n'est-ce pas, de cette requête tendant à invalider la candidature de Moïse Katumbi. Et heureusement que la Cour constitutionnelle s'est prononcée comme il fallait. Revenons au vrai sens du débat. Je suis là pour le débat. Les nerfs sont très posés et je pense que c'est le cas pour les co-débatteurs. Très bien. Très bien. Alors revenons à la candidature de Madame Marie-Josée, voilà. Il faut dire que dès l'adoption de la loi électorale, la loi qui régit les élections en RDC, les femmes se sont battues pour avoir une loi électorale qui soit égalitaire, accordant à toutes les parties prenantes les possibilités, n'est-ce pas, pour participer aux élections, mais beaucoup plus aux femmes. Vous allez voir
l'implication de la MONUSCO avec Bintou Keïta, qui pense que la participation de la femme aux élections et de l'enfant sont un vecteur pour le développement. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons ces deux femmes participer aux élections, on se dit que c'est un début de réponse contre cette notion de la masculinité positive tant inventée. On pense que c'est un début de réponse parce que il faut que les femmes participent, parce que, comme vous le savez, je ne vous apprends rien, les femmes et les enfants constituent à 75% de la population congolaise. Mais alors, vous pensez que pour participer, il suffit d'être une femme, mais il faut avoir la volonté. Mais moi, je crois que les femmes qui se présentent aujourd'hui aux élections, elles ont des compétences. Marie-Josée... Sur 26, il y en a... C'est vrai que depuis 2018, on a eu Marie-Josée Iforo qui était celle, mais je crois que l'expérience qu'elle a comme ancienne gouverneure de la Tchopo, je crois qu'elle a des compétences qu'il faut pour diriger. Et l'autre dame, je crois, s'appelle Joël Billet, c'est une ancienne journaliste. Je pense qu'elle peut mettre à contribution les compétences qu'elle a afin de diriger. Mais moi, je me dis, lorsque Marie-Josée nous apporte une sorte d'idéologie de la rupture de prédation, c'est bien beau son discours politique, mais après, c'est quoi le système qu'elle nous propose, c'est quoi le chemin d'expertise? Voilà. Mais cela ne suffit pas. Elle ne suffit pas, la mobilisation ne suffit pas. En fait, je ne veux pas qu'on fasse un débat à deux par rapport à la Cour constitutionnelle, mais j'aimerais donner un élément. L'intime conviction du juge est liée aux éléments objectifs et non aux sentiments des magistrats qui siègent. Je passe. Par rapport aux mamans qui sont candidates, je maîtrise bien les idées forces de Marie-Josée Ifoko qui parle de la combolisation, mais il y a un élément. Oui, mais c'est là où je dis, voilà les femmes qui parlent politique, qui s'engagent en politique, mais la politique, ce n'est pas un cadeau. Nous sommes en politique pour des projets politiques, des idées politiques. Quelles sont les idées forces des femmes? Marie Foucault parle, mais par contre, Joël Billet, je n'ai pas encore senti quelles sont ses idées forces au niveau politique. Mais il y a un élément à ajouter. La jeunesse. Oui, la jeunesse, ce n'est pas ça. La jeunesse, tout le monde parle de la jeunesse. Le ministère de la jeunesse parle de ces jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons focaliser nos idées, nos mentalités vers le projet politique de chaque candidat. Qu'en veut tel candidat? Pour comprendre sa vision politique. Parce que le danger, c'est quoi? Peut-être que quand les femmes se présentent, que ce n'est pas le moment de balancer. Oui, vous avez balancé Marie, il faut qu'il parle de c'est-à-dire que nous disons, il n'y a pas de problème, c'est un droit. Et aussi, ne pensons pas qu'il y a ces deux femmes-là. Il y a beaucoup de femmes que nous connaissons aujourd'hui, qui ont des moyens, mais qui peut-être au moment opportun, qui vont peut-être s'engager demain ou après-demain. C'est-à-dire, aujourd'hui, le vrai problème, il ne faut pas qu'on puisse penser qu'on est en train de sectariser cette candidature. Non, les femmes qui ont cette volonté, qui ont des moyens, peuvent accéder, répondre et puis être candidat. Donc ce n'est pas fermé, ce n'est pas interdit aux femmes d'être candidates. Donc nous attendons par rapport au projet et aux idées politiques pour comprendre quelle est la vision de tel candidat. Monsieur Vini. Non, alors moi excusez-moi, monsieur Henri. Non, je ne dis pas que je ne nie pas le fait qu'il y ait une espèce de tension. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que cette tendance possède de la manipulation, à la fois des politiques, d'ailleurs essentiellement des politiques. Nos politiciens et surtout ceux qui se disent de l'opposition ont tendance à jouer à la victimisation. Et donc du coup, ils embarquent avec eux tout le monde pour que l'on pense qu'il y a un problème autour d'une candidature. Pourquoi Moïse devait-il, parce qu'il le savait qu'il est comme on finira jamais. Mais pourquoi devait-il penser qu'on allait invalider sa candidature? Pourquoi son entourage pensait-il que c'était ça qu'il fallait? Pourquoi aller dans le menace? Ça n'a pas de sens. C'est ce que nous condamnons. Parce que nous devons jouer à l'équité. Et s'il faut jouer à l'équité, ça signifie que chacun est congolais là où il est. Et on ne peut pas être dans une espèce d'intimidation. C'est pour ça que je reprouve, par exemple, la partie de Pascal, lorsqu'il parlait est-ce que c'est une manière d'attiser le feu entre Kassaïens et Katangais, comme si, ici au Congo, je suis contre cela. Ces deux communautés. Oui, je suis contre. Là, je suis contre. Ne doit pas être le point. Donc, ici, les politiques doivent apprendre à ne pas jouer à la victimisation.
Mais rester correct, tout ce dont on a besoin, c'est l'offre politique qui pourrait autour des valeurs de la République intéresser leurs électeurs. Et puis, pour tout ça, il faut avoir des moyens. Oui, ça me permet d'aller justement sur le deuxième sujet ici, concernant les candidatures féminines. D'abord, je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'on ait plus de deux candidates. Oui, c'est déjà avant. 2006, il y en avait plus de ça n'avait pas le même impact que non, depuis 2018. Mais par contre, moi j'ai l'impression que plutôt à cette époque-là, il y avait plus d'impact parce que c'était une première fois. À ce moment-là, nous venions de la transition, et pendant cette période de transition, on parlait plus de la question du genre, et non pas à la manière. Alors là, le genre qui parlait de l'égalité des chances entre les deux sexes, effectivement, et c'est comme ça qu'on a eu l'émergence de ces candidatures-là, et on a trouvé quand même beaucoup de candidates déjà à cette époque-là. Et Marie-Josée se retrouvait toute seule, c'est simplement qu'il y avait une espèce de régression, et là, je suis contre, parce qu'elle dit que là, comme il y en a une deuxième, ça signifie que les femmes se réveillent. Non, les femmes s'étaient déjà réveillées, mais je pense que les femmes, dans la plupart des cas, elles manquent de stratégie. Elles ne travaillent pas sur ça. Donc on a comme l'impression que c'est juste se présenter pour besoin de se présenter ou pour besoin de la préparation extérieure. La candidature féminine, tout le genre. Marie-Josée Ifoku est restée silencieuse. Au moment du dépôt de candidature, elle apparaît. Et qu'est-ce que nous dit la congolisation? C'est quoi? Est-ce qu'elle a eu le temps nécessaire de travailler pour marquer les esprits des Congolais, pour qu'ils comprennent sa vision? Je crois qu'autour de cette table, personne ne faisait le contraire. Elle n'a pas fait un travail. Alors, est-ce qu'elle peut espérer quelque chose? Je n'en sais rien, je ne suis pas prophète de malheur, mais j'estime que les femmes se sous-estiment déjà. Joël Billet, je connais, j'ai été surpris moi-même qu'elle se présente comme candidate présidente de la République. Mais je pense que parfois, comme je l'ai dit pour un des candidats ici, c'est que, bon, il faut écrire quand même son histoire, bon, il faut oser quelque chose, peut-être ça peut se faire remarquer. Mais il ne faut pas écrire mal son histoire. Un jour, il ne faut pas écrire mal son histoire. On aura un gouvernement d'après les élections, on peut dire, bon, on avait, ou alors seulement qu'on a dit dans une stratégie, on a dans une stratégie, bon, je me désiste en faveur de, et à ce moment-là, c'est là est content, on peut vous rechercher dans le prochain gouvernement, parce qu'ils se disent, est-ce qu'elle a de la conviction qu'elle peut passer dans ce pays-ci? Déjà à Kinshasa, peut-on parler de Joël Billet ici à Kinshasa et les gens en savent quelque chose? Est-ce qu'elle peut faire un meeting? Parce que c'est un vrai test. Il ne suffit pas seulement de passer là, on vous tend le micro et vous dit Monsieur Vili, il faut être sur terrain. Monsieur Vili. Voilà, il faut être sur terrain. Moi, je ne vais pas revenir sur le débat de Moïse Katumbi, les candidatures déjà passées. Mais concernant les deux candidatures, la candidature féminine, il y a d'un côté Marie-Josée Ifoku et puis Joël Billet. Les femmes se sont bien réveillées. On a réveillé un point très important depuis 2006. Aujourd'hui, ce n'est pas que les femmes montent en puissance, non, il y a une sorte de manque de volonté. Marie-Josée Ifoku a postulé en 2018. Après, elle a disparu de la scène politique. On n'entendait plus parler de Marie-Josée Ifoku. Et aujourd'hui, elle réapparaît comme ça. Elle réapparaît comme ça. Elle ne réapparaît pas. Elle mène des activités politiques par-ci par-là. Laissez-moi poursuivre. Elle réapparaît avec un programme qu'il a déjà démontré depuis longtemps. Mais en face de Marie-Josée Ifoku, il y a Joël Billet qui parle de la jeunesse. Je ne comprends pas la jeunesse. C'est vrai qu'en ce moment, si ce n'est pas encore la campagne électorale, tout candidat est réservé par rapport à dévoiler son programme, mais elle aurait pu faire mieux. Parce qu'au départ, c'est une journaliste, déjà une journaliste de carrière. Quand on vous tend le micro pour parler, c'était pour elle le moment de captiver cette population. Pas seulement par un programme qu'elle devait mettre sur place, mais sa manière de parler pouvait rassurer aux gens qu'elle a été requinquée. Parce que là, je vois clairement une personne qui ne s'attendait même plus qu'on allait la repêcher. Vous voyez, mais nous attendons quand même un débat, parce que les femmes se sont réveillées, là c'est bien, mais sur base de quel projet, sur base de quel programme? On finira par le savoir d'ici une semaine. Nous allons poursuivre cette émission Mandico Presse. Je rappelle la tribune des journalistes. Vous sentez que les journalistes, entre eux, c'est toujours beaucoup d'harmonie. Il faut arriver à harmoniser les points de vue. Nous évoluons les jeux de la francophonie. Sujet assez sérieux et assez scandaleux par rapport au fait que nous avons tous applaudi des jolis jeux. Mais en dessous, dans le décor, fraude. Quelle fraude! Incroyable! Ça sort 40 à 200 et quelques éléments
et on revient pour en discuter. Régis. L'Organisation internationale de la francophonie a débuté sa mission d'audit à Kinshasa le lundi 30 octobre 2023. Dirigée par la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, Madame Zeina Mina, cette mission survient dans un climat malsain marqué par les récentes déclarations du ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, qui a affirmé publiquement des malversations sur le budget global alloué à la réalisation de ces Jeux de Kinshasa. Le ministre des Finances avait précisé que le budget des opérations avait grimpé de 12 à 78 millions de dollars, tandis que les dépenses liées aux infrastructures avaient explosé, passant de 36 à 246 millions de dollars. De plus, la période de préparation pour ces Jeux s'était étendue de quelques mois à environ 3 ans, révélant ainsi des erreurs de planification et de gestion. Cependant, la direction du Comité national des Jeux de la francophonie a vigoureusement réagi aux déclarations du ministre des Finances. Selon le comité national, le ministre Nicolas Kazadi, en tant que membre et vice-président du comité de pilotage des Jeux de la francophonie, était pleinement conscient du budget alloué à l'organisation, distinct du budget destiné aux infrastructures. Pour la procédure de décaissement, le comité national détaille que ce budget avait été élaboré en collaboration avec le comité international des Jeux de la francophonie, adopté par le gouvernement congolais via le comité de pilotage des Jeux, en présence du ministre des Finances, avant d'être entériné par le Conseil permanent de la francophonie. Le budget validé par le comité de pilotage pour l'organisation des Jeux s'élevait à 66,9 millions d'euros, un montant qui avait été approuvé par l'Organisation internationale de la francophonie. La direction du comité national des Jeux a également mis en lumière le fait que le ministère des Finances n'avait pas encore versé la totalité de cette somme, entraînant des créances impayées. La direction du comité national a mentionné en plus que la gestion des dépenses avait fait l'objet d'une surveillance attentive de la brigade financière de l'IGF qui avait rendu un rapport à ce sujet lors d'une communication conjointe. Conclusion, la confusion découlant des déclarations du ministre des Finances résulterait de la confusion entre les fonds alloués à l'organisation des Jeux et ceux destinés à la construction des infrastructures, volets budgétaires ne relevant pas de la compétence du Comité national des Jeux de la francophonie, mais plutôt des ministères des infrastructures, travaux publics et des finances qui sont responsables du financement, de la construction, de la réhabilitation et de l'aménagement des infrastructures. En outre, la direction du Comité national des Jeux a suggéré que ces deux ministères seraient mieux placés pour expliquer l'affectation des 324 millions de dollars que le ministre Kazadi aurait déboursé pour les Jeux. Vive la francophonie! Voilà, les Jeux de la francophonie. Un succès planétaire, prestigieux, mais un gouffre financier pour la RDC. C'est la faiblesse de ce régime, tu sais, qui dit où les gens s'adonnent à voler des millions, où il faut jouer des ping-pong à la télévision. Où est les parquets généraux? Où sont les parquets généraux? Les parquets généraux, les parquets, j'en ai pris la Cour de cassation. Les magistrats sont où? C'est là où je l'ai dit. Je l'ai toujours dit. En Italie, il y avait la mafia qui avait influencé la politique, la société. Mais ce sont des magistrats qui sont mis debout pour arrêter la mafia. Et je pense que dans notre pays, j'en appelle aux magistrats. J'en appelle vivement aux magistrats. Vous êtes un pouvoir, le pouvoir judiciaire est indépendant. J'en appelle vivement aux magistrats. Le Congo, il faut que les magistrats arrêtent cette dérive financière qu'il y a au Congo. Il faut qu'on arrête ça. Mais ce sont les magistrats. La faiblesse du régime de Tshisekedi. Oui, mais attendez, cette faiblesse. C'est la faiblesse de l'homme congolais. Non, c'est le régime. Attendez. Je sais pourquoi je dis ça. Moi, je l'appelle aux magistrats. Si les magistrats, hier, ils ont sauvé l'Italie face à la mafia, ce sont les magistrats congolais qui, demain, ils vont sauver le pays face à tout ce qu'il y a comme détournement et corruption. Voilà. Monsieur Henri, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que le mal congolais avant tout, le mal moral. Les évêques l'ont relevé après l'indépendance, que le mal congolais avant tout, le mal moral. Justement, à mon niveau, lorsque vous avez suivi l'intervention du ministre Nicolas Kazadi, il affirme qu'il y a eu une sorte de passage en force
auprès du directeur de la francophonie. Il a fait des dépenses sans en tenir informé le ministre, encore moins le comité de pilotage. On a ici un chiffre 7 fois plus que les chiffres initiaux prévus pour le... Rappelons que le monsieur de la francophonie a dit que tout décaissement exigeait la signature de ces gens-là. Comment est-ce que nous a pu se laisser aller à ce la preuve est que le ministre Nicolas Kazadi ne reconnaît pas toutes les dépenses effectuées par Isidore Kwandia, lesquelles dépenses ont été faites à l'égard des fournisseurs que celle Isidore Kwandia aurait recruté. Est-ce que le véritable problème dans ce dossier, ce n'est pas, en fait, excusez-moi, je crois qu'on pose un bicéphalisme financier. Le ministère des Finances d'un côté, l'IGF de l'autre côté. Très bien. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons tous reproché au gouvernement Kabila le manque de suivi dans les travaux initiés simplement à la télé, mais dont on ne voit pas la neutralisation. À ce régime, je n'ai pas envie de faire des observations outrancières, mais je crois qu'il y a un moment où la menace ne prend pas forme. Parce que je sens qu'il y a un laisser-aller sur la feuille financière. Qui contrôlait qui faisait le suivi? C'est à ce moment que je me dis que l'IGF peut faire son travail et que, je me dis aussi, ce qui est fait déjà fait, c'est une erreur, mais est-ce que cette erreur peut être rendue positive? Dans le sens que les dépenses sont entrées en ligne de compte, s'il vous plaît, je chute. Les dépenses peuvent entrer en ligne de compte, je ne soutiens pas ces désordres financiers, mais je me dis, si les dépenses, en fait, si l'erreur peut être beaucoup plus positive, dans le sens qu'on s'est dit, si les dépenses ont contribué à la rénovation des infrastructures, ça va nous profiter. Voilà. Je crois qu'il faut déjà nous apaiser. Oui. Bon, moi je ne suis pas pour ce genre de discours. Hein. Voilà, c'est ça, la faiblesse de ce régime Tshisekedi, et c'est ça. Non. Mais on peut dire quoi alors? Non. On peut dire quoi à la place? C'est la force du régime alors, parce que les gens sont en poche, les villas, ils construisent. Vous avez parlé, vous pouvez rester silencieux. Oui. Je pense qu'il faut aussi écouter votre argumentaire. Ouais. Donc, moi, je ne pense pas que, je ne trouve pas que ce langage soit correct. La plupart du temps, on emploie, Henri fait bien de le rappeler, on l'a dit aussi à l'époque de Joseph Kabila, mais non, il faut vous intéresser, et j'ai été content, je pense que vous êtes juriste vous-même, vous avez utilisé des termes de droit ici de manière convaincante. Mais rentrons, nous sommes, dans les fondamentaux, c'est que nous sommes dans quel régime? Ici. Nous savons très bien que la forme de notre État est telle que on ne peut pas, il y a séparation nette des compétences au niveau des institutions. Donc on ne peut pas, pour une bêtise, de quelque part, imputer ça à une institution. Non, je ne pense pas. L'effort que nous sommes en train que nous devons fournir tous comme Congolais, et si nous voulons être des bons citoyens, c'est de faire en sorte que toutes les institutions fonctionnent normalement selon les règles, parce que toutes ces institutions ont été établies en fonction des lois dans notre pays. Alors donc il ne faudrait pas que quand il y a un problème quelque part directement indexé, donc c'est ça le régime. Et on a pris goût à cela et on entend le plus souvent ce discours, ce langage, qui est justifié dans les chefs de journalisme. Qui est justifié? Je ne peux pas. C'est justifié. Je ne peux pas dire que, puisqu'on l'a dit à l'époque de Kabila, et donc c'était bien, et qu'aujourd'hui c'est mauvais. Mais c'est justifié. Ça n'a pas de sens, je crois que ce sont des écarts de langage que nous devons éviter. Non, voilà. Nous sommes collés aux faits. Vous assistez. Donc, attendez. En tout cas ici, le 9e jeu de la francophonie, je pense qu'il y a une confusion. Il y a une confusion. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre donc, les fonds alloués lors de l'accord avec l'organisation, avec le soutien de l'UE et le gouvernement. Et maintenant, là-dedans, s'il y a des dépenses sur fait des surfacturations, nous l'avons dit, je crois que c'est Vini qui disait aussi qu'il a soulevé. La mentalité congolaise est telle qu'on a comme l'impression que même si on est bien traité en termes de salaire, c'est toujours difficile, on veut toujours avoir un peu plus. Et c'est comme ça qu'on s'adonne à du vol. Alors c'est une pratique qu'il faut éviter, c'est pour ça que nous encourageons. Mais comment établir les responsabilités qui sont c'est pour cela que nous disons que
j'étais presque d'accord quand tu parles du parquet. Oui, justement, le PGR devait se saisir de ce genre de choses. Et que cette polémique autour de cela, nous l'alimentons le plus souvent. Et pourtant, ça pouvait bien se terminer au niveau, parce qu'on a dit que Nicolas Kazadi fait partie de ce comité. Donc pourquoi par des correspondances, on ne peut pas le faire? On veut Monsieur Pascal, il faudrait comprendre au départ, parce que Nicolas Kazadi n'a pas nié le fait qu'il y ait dépenses ou pas dépenses. Mais il a parlé de l'augmentation des rubriques. En d'autres termes, lorsqu'il signait, qu'on a fait ceci, il n'était pas content. Mais lorsque vous n'êtes pas content, c'était le moment de le dire. Mais moi, il y a un élément que venait de soulever mon frère ici, Henri Guindou, que lorsque ces infrastructures profitent à la République, c'est que... on peut voler, donc ils détourner l'argent de la... Donc vous voulez justifier Non, à ce régime, je ne parle pas de la faiblesse. La faiblesse, c'est dans l'homme congolais. Mais il y a une attitude de désinvolture, peut-être dans ces régimes. Parce qu'il y a un laisser-aller, on a laissé les choses. Parce qu'on voulait une organisation de l'ONG de la francophonie. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de dépenses, on parle de l'augmentation des rubriques. Nicolas Kazadi dit ceci. Moi, j'ai reçu dernièrement ici Isidore Kwanja, il a parlé d'autre chose. Et le budget, lui, il m'a parlé des 66 millions. Et vous avez cru. Et aujourd'hui, on parle des 304. Et vous aviez cru. Donc aujourd'hui, on n'a pas cru. Moi, je suis en train de rejoindre M. Pascal Kambala et M. Innocent Kabouka à deux niveaux. Nous comprenons tout ce qui se passe en fait. On parle de détournement. C'est que c'est déjà une sorte d'infraction. Il faut établir les responsabilités. C'est que quand quelqu'un vole, détourne, c'est qu'il y a une autre direction qui prend le financement qui était prévu. Il faut que là, les magistrats puissent se réveiller quand même de leur profond sommeil. Ce qui voudrait dire que c'est pas parce qu'il y a eu ces détournements, c'est fait, je peux dire, cloisonné, qu'on va dire que tout le corps est malade. C'est là que je révèle M. Innocent, c'est que c'est vrai, il y a eu un désordre financier au niveau de l'IGF. Il faut aussi le dire que Isidore Kwanja avait pris beaucoup de retard parce qu'on n'avait pas, on l'avait pas au début. C'était pas de sa faute, on l'avait pas depuis le début. Mais ce que moi je me dis, c'est que voilà, si au moins ces dépenses peuvent être enregistrées dans l'optique de la rénovation des infrastructures, je bénolise au moins, je dis bon, si ces dépenses, ces erreurs peuvent entrer dans le cadre de rénovation des infrastructures. On a vu un stade de Martyrs, Pimpanef, on a vu d'autres infrastructures, on a vu la Reine en pleine construction, tout. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut que les culpabilités, la responsabilité soit établie. Attention, démolisons. Vous savez que pendant la tenue de 9e de la francophonie, les travaux étaient en train de se... Oui, attention à tout ce que vous pouvez appeler demain éléphant blanc. J'aimerais bien attirer l'attention des Congolais. Vous savez qu'à Kinshasa, il y a des écoles où il n'y a pas de bancs, il n'y a pas de toilettes, mais il y a la gratuité. Je ne veux pas faire ma publicité. J'ai mené des démarches, j'ai donné à une école 300 bancs. Ici à Lupin, l'école Saint-Édouard. Ça me fait très mal. Moi, non. J'ai demandé à un citoyen. J'ai demandé aux gens et on a donné 300 bancs pour aider les élèves. Ça me fait très mal de voir qu'à Kinshasa, il y a des écoles qui n'ont pas de toilettes, que les gens s'hasardent à détourner l'argent. Entre guillemets, parce qu'il faudra encore que ça soit prouvé devant les cours des tribunaux. Donc, nous, Congolais, nous devons être unis autour de valeurs. Nous tous contre les détourneurs, contre les corrupteurs. Et c'est là que nous allons fonder, créer une nation forte. Il est immoral de voir que les ministres constatent qu'il y a des problèmes, on vient devant la télé, on l'expose. C'est immoral. C'est immoral. Et maintenant, ce jeu de ping-pong, vous savez, dans tout ça, c'est quoi? C'est le chef de l'État. Donc, dans tout ça, c'est quoi? C'est le chef de l'État. Du oh. Mais président public, c'est là où j'ai dit, ce sont des faiblesses de ce régime. C'est ces systèmes ici. On va l'arrêter.
On doit arrêter. Et moi, il utilise les réseaux sociaux, c'est la faiblesse de ce non, c'est la mauvaise. c'est bon, regardez. Attendez, à quoi faire? Attendez. Moi, j'en appelle aux magistrats. Je vous dis une chose, moi, j'en appelle aux magistrats. Ce sont des magistrats qui ont reçu mission de lire de droit. Excusez-moi, je termine. Moi, j'en appelle aux magistrats. Je prends les cas vérifiés, vous connaissez l'histoire. En Italie, la mafia était entrée partout, dans le monde politique, l'Assemblée nationale, partout dans le monde politique. Pourri. Mais seuls les magistrats. Quand les magistrats italiens ont dit niet, on arrête la mafia et on arrête la mafia. J'en appelle à tous les magistrats. J'en appelle à oui, mais il y a des bons magistrats. J'en appelle aux magistrats congolais de se lever et d'arrêter cette gangrène qui tue ce pays. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Veste voiture villa. Ah voilà. Veste voiture villa. Je connais les situations. Mais j'ai dit seuls les magistrats. Il revient sur cette. J'en appelle aux magistrats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui va arrêter alors? Qui va arrêter tout ce qu'il y a comme détournement? Alors qu'il y a un corps constitué, disons, le corps des magistrats qui ont reçu une mission pour dire les droits. Donc, c'est ça. c'est ce qu'on doit faire. Non, c'est-à-dire non, j'en appelle aux magistrats, j'en appelle au chef de l'État. J'en appelle aux magistrats. Les magistrats, comment va faire les responsabilités, première des choses. Est-ce qu'il y a eu nous ne sommes pas contre le jeu. Je dis, est-ce qu'il y a eu transparence financière? Il y a la traçabilité. Il y avait l'IGF. Non, attendez. Oui. Le comité et après, le comité de pilotage. Ça dit que c'est le ministère des ITP. Ça dit que c'est pas sérieux de notre part. Non, les responsabilités, que les dossiers soient envoyés devant les cours des tribunaux. Merci. Alors, la plupart du cas, quand vous voyez la multiplicité de tous ces services et ces ministères qui interviennent là-bas, c'est parce qu'on a toujours envie de se partager les gâteaux. Ah, voilà. C'est ça, les gâteaux, c'est quoi? Attendez, l'émission. Nous avons dit que la meilleure façon de faire, c'est le changement de mentalité. J'avais applaudi de demain lorsque on avait. Donc, pendant que la coordination, je crois, pour le changement de mentalité. Mais malheureusement, elle n'a pas réussi. Non, mais qu'est-ce qu'elle peut réussir? Parce qu'elle-même n'a pas réussi à fonctionner et à atteindre les objectifs qu'on lui avait assignés. Donc je pense qu'au niveau de mentalité, si nous faisons un effort, c'est là la différence. Vous me permettez de parler de notre parcours. Très brièvement, si nous avons été dans des écoles catholiques. Et les gens pensaient que c'était la blague lorsque chaque matin, avant d'accéder dans nos salles de classe, on nous réunissait dans la cour pour nous parler. On appelait ça le mot du matin. Ce mot du matin nous permettait d'acquérir des valeurs, comme disait tout à l'heure Pascal. Parce qu'en fait, on ne peut pas être dans un pays, dans une nation, exister si on n'a pas de valeurs. Et les valeurs, on ne peut les acquérir que lorsque vous avez des gens qui savent vous les transmettre. Vous comprenez? Donc, je pense que nous, au Congo, si nous voulons aller de l'avant, nous avons besoin d'insister sur la citoyenneté, les bons citoyens, les bonnes personnes. Tout le monde, indépendamment de nos titres, est avant tout citoyen. Même nous autres journalistes. Exactement. Regardez la manière. Vous allez voir ces genres d'émissions ici. Je crois que maintenant, ça fait les gens. Parce qu'il y en a plusieurs maintenant qui parlent de journalistes. Et beaucoup ne savent pas pourquoi maintenant, aujourd'hui, les gens font confiance aux journalistes quand ils parlent. Mais simplement parce qu'on avait remarqué à un moment donné que les politiques passaient, et d'ailleurs il suffisait de voir que c'est Alexis Tamomba qui va passer là-bas, ah oui, on sait déjà ce qu'il va dire. Et c'est elle qui va passer, on sait. Alors les gens s'étaient dégoûtés des politiques et se sont tournés vers les journalistes. Mais malheureusement, que sont devenus les journalistes aujourd'hui? La plupart des cas, nous sommes des porte-parole des partis politiques, des individus. Nous-mêmes, nous avons détourné la population alors que notre rôle premier c'était... Non, mais il y a ceux des journalistes établir les responsabilités sur base de... Non, je ne crois pas. Parce que les journalistes, nous sommes journalistes, on statue sur le fait.
qu'elle a dit ceci, mais la justice on regarde le fait que nous avons statuer sur le prêt. On ne peut pas établir les responsabilités. Non, on ne va pas établir les responsabilités parce qu'il y a une mission d'audit de l'OIF qui est déjà en place pour mettre le jeu sur cette plateforme. Moi j'apprécie beaucoup la rigueur de réflexion que démontrent M. Pascal et M. Innocent, mais il faut aussi dire que s'il faut qu'on parle de responsabilité à établir, voilà, il faut que tous les services impliqués se mettent à la barre. Parce que moi je me dis, à un moment, il faut se remettre en cause les discours de Nicolas Kazadi. Il est parmi les ministres de ce gouvernement qui traînent beaucoup de dossiers, qui se trament beaucoup de dossiers. Voyez un peu. Est-ce que vous imaginez, moi je sais très bien, je rejoins monsieur Pascal. Avec les gens de la francophonie, on tenait à tout prix, comme nous le disons dans nos rédactions, sauvons les éditions. On voulait à tout prix triompher par un fascisme béton pour dire nous savons les gens de la francophonie. Mais au fin fond, je sais que Nicolas Kazadi était au courant de toutes les dépenses, des surfacturations, il était au courant. Mais seulement on voulait triompher d'un slogan, d'un concept. Fatih après c'est plutôt les gens de la francophonie. Monsieur Nidou, il était au courant. Bon, ça va. Mais le ministère a été toujours le ministère. Ça on le sait, On sait très bien que ces surfacturations, on voulait à tout prix lancer un slogan. Fatih après c'est plutôt. Vous avez géré l'argent de votre famille. C'était sauvant le meilleur de la francophonie pour sauver Fatih. Voilà. La francophonie, comme qui dirait, le goût de la victoire qu'on avait, c'est un peu écrit avec. Mais nous allons poursuivre cette fois-ci avec un autre dossier scandaleux. 10 millions de GKM. Suivons et on va revenir là-dessus. C'est un dossier explosif qui éclabousse le portefeuille congolais à travers l'une des plus grandes parmi les entreprises de la RDC, à savoir la Gécamine. La Gécamine n'a pas fini d'être cannibalisée par non seulement des multinationales étrangères qui se nourrissent de son patrimoine bazardé et bradé, mais aussi et surtout par des Congolais qui s'enrichissent au détriment du trésor public. Venons dénoncer le détournement sans cœur d'Ine d'Ali Baba et les 40 voleurs de plus de 10 millions de dollars américains orchestrés en l'espace de 3 mois seulement par le président du conseil d'administration de la Gécamine, Lukama Kunzi, Guy Robert et toute sa bande, constituée d'une vingtaine de personnes, montant perçu auprès de la société immobilière du Congo, Simco, actionnaire de la Gécamine dans la jointe voiture sino-congolaise. Tout est parti d'un rapport de mission de l'inspection générale des finances IGF qui a dénoté des prélèvements des fonds opérés d'octobre à décembre 2022 au niveau de certains mandataires de la Simco, société immobilière du Congo, qui est une filiale de la Gécamine en partenariat avec la société minière de Kisenge Manganese. Ces prélèvements effectués en faveur de certains mandataires et cadres de la société, 27 personnes au total, dont l'actuel directeur général, le président de l'intersyndicale, le PCA, se chiffre à 10 156 754 dollars américains. 1. La démission immédiate de Lukama Kunzi, Guy Robert et Mouine Kabiena Léon, le premier sur la liste, ainsi que leurs compagnons de crimes financiers. 2. À la justice de se saisir du dossier transmis par l'IGF dans un bref délai pour que ces malfrats répondent de leurs actes ignobles. Cette somme astronomique, fort malheureusement, ne trouve aucune justification valable pour la comptabilité de la société. De toute apparence, il s'agit bel et bien d'un énième détournement opéré au sein de la boîte par des privilégiés que l'IGF a surpris après un audit réalisé 1 an après. Conséquence immédiate. Partout, le torchon brûle. À Kinshasa, des centaines d'agents mis à la retraite forcée et normale attendent depuis près de 10 ans l'heure des comptes finales et font de retraite pendant Kalumbashi, Likasi, Kipushi, Kambov, Kolosi, pratiquement dans tout le sud du pays, des agents actifs avec leurs familles, souffrant d'arriérés et de retard de salaire, sont en fureur sur la place publique et en veulent ouvertement à leurs dirigeants. La Gécamine ne nous paye pas. Nous réclamons nos droits.
le chef de l'État est un père pour tous. En tout cas, on est fatigué de tout ça. Dans le temps, on allait à l'école, on mangeait, on avait tout. Avec la GECAMIN, aujourd'hui, c'est difficile. Nos parents n'ont pas d'argent, on ne sait pas payer nos études. On en a assez. Il faut vraiment que le gouvernement, les autorités fassent quelque chose. Parce que nous, on n'en peut plus. On n'en peut plus, nous les jeunes ici, on n'en peut plus. On est trop des détournements qui se multiplient et se succèdent dans le pays. Toutes ces manifestations sociales sont l'expression pure et simple d'un véritable malaise face à la mauvaise gouvernance qui s'amplifie au fur et à mesure que les années avancent. Espérons que des dispositions et sanctions seront engagées pour établir l'ordre de la paix sociale. Vive la nation congolaise et vive la GECAMIN et nous ne lâcherons pas. Monsieur Nindou, 10 millions. Ce qui me réconforte. Ça vous réconforte? Ce qui me réconforte dans cette situation. Non, souffrez. Ce qui me réconforte dans cette situation, c'est que l'IGF nous promet qu'on peut facilement récupérer l'argent. Oui. L'argent, voilà. Très bien. On espère que si on récupère l'argent, au moins, ça va être un grand exemple dans notre. On va être sûr. On va être sûr. Mais ce qui m'étonne ici, c'est que il y a conflit d'intérêts dans cette histoire. Monsieur Guy Robert est à la tête de la GECAMIN. Et puis Simco est une filiale de la GECAMIN. Vous allez observer qu'au sein il est parmi les pionniers au sein de Simco. Guy Robert. C'est vrai comprendre que juge et parti. Il y a cette question d'être à la fois juge et parti, ça pose problème. Et je crois que si l'IGF peut nous aider à récupérer l'argent, ça va permettre à réconforter tous ces agents qui pleurnichent, qui dénoncent, n'est-ce pas, ces complots à la tête d'une si grande institution comme la GECAMIN. Donc moi je crois que l'IGF devra faire son travail, récupérer les fonds. Au moins ça va être un premier exemple. Où on sait que c'était un dossier, on a récupéré les fonds, on a vu les fonds, et les fonds sont destinés à ça à quoi ils étaient destinés. Et on s'arrête là. Vous avez... On récupère les fonds et on s'arrête là. On récupère les fonds, on régularise l'administration, on établit les responsabilités bien sûr. J'ai de la peine quand je circule dans les quartiers reculés dans la ville de Kinshasa. On parle de détournement des millions de Congolais sont toujours pauvres. On n'arrive pas à relever leur situation sociale. Pas tous les Congolais, il y en a certains qui sont. Je dis ici, dans la majorité, les Congolais sont pauvres. Je me suis posé la question de savoir pourquoi les gens n'ont pas peur de voler. C'est plus que notre code pénal accuse des lacunes. Pourquoi? Je peux même accepter que je dis ça en lingala. Si l'État dans le Congo, travaux forcés. Travaux forcés, c'est la Makasi. Les travaux forcés dans le Congo, ils ont organisé. Ça veut dire 5 ans de travaux forcés. Au Grégoire, là, à Makala, pendant 5 ans. Or, ailleurs, il y a autre chose. Je me dis ceci, qu'on réhabilite la peine de mort dans ces pays. Vous voulez voir, excusez-moi de déterminer, qu'on réhabilite la peine de mort. Et la justice fait son travail. Oui, parce que, à part le moratoire par rapport à la double nationalité, il y a encore un moratoire pour la peine de mort. Il y a un moratoire. Il y a un moratoire pour la double nationalité et un moratoire pour la peine de mort. Pourquoi les gens n'ont pas peur? C'est puisque les gens savent que quand il y a détournement de fonds publics, travaux forcés, c'est la peine prévue. Travaux forcés, et puis par après, je vais démarcher la Ruby Manangaï. Mais si il y a peine de mort, vous allez voir comment. C'est comme ça en Chine. Vous savez, je suis peut-être dur, mais je te dis, c'est comme ça en Chine. À tout dit $1, $2, ministre ou pas, on te tue. Ça va donner les gens. Vous savez, il y a un problème dans le pays. Les gens savent, attendez, dis-nous, à peine ici, mais que vous avez dit, Pascal, si on te met un endroit, oui, il y a des gens qui peuvent te pousser à voler. Mais nous devons nous abstenir parce que regardons cette pauvreté qu'il y a dans la ville de Kinshasa. Je ne parle de la ville de Kinshasa, des endroits que je connais où des gens vivent au Tani Obi. Mais attendez, il y a un problème ici. Désolant. Il y a un problème ici dans la ville. Alors, je l'ai dit à peine par rapport aux écoles. Je ne crois pas que si on appliquait la peine de mort, ça va dissuader. Ça va extirper le mal. Ça va dissuader beaucoup de gens. Ça va dissuader beaucoup de gens. La justice peut faire son travail tranquillement. C'est-à-dire que aller au bout de la logique, lorsqu'il y a ce cas-là, il y a de telles forfaitures, on met la main sur la personne, et même si effectivement la personne est condamnée et amenée à Makala, mais au-dessus de ça,
pourquoi on ne procède pas à la saisie de ces biens? Attendez. Pourquoi on ne fait pas les biens là, lorsqu'on va non, attendez, excusez-moi. Attendez, c'est la chaîne de télévision. Mener des enquêtes, la plupart des détourneurs, ils ne mettent pas leurs biens à leur nom. Mais justement, si vous ne le savez pas. Mais justement, c'est pour ça que je ne pense pas que... c'est vrai, la peine de mort peut être un élément. Oui, c'est un élément capital. Mais je ne pense pas... capital. Mais oui, il y a des gens parce qu'ils savent qu'il peut voler et puis il peut fuir, on ne sait pas mettre la main sur lui. Tout simplement, et alors à ce moment-là, la peine de mort... Mais ça reste. Ça va servir à quoi? Ça reste. Et puisque la personne est partie avec la... Ça reste. Donc je pense que ce sont des éléments qu'on peut effectivement utiliser, mais il faut toujours insister, et nous continuons d'insister d'ailleurs là-dessus, que la justice fasse son travail jusqu'au bout, et notamment en renforçant les mécanismes, notamment lorsque nous parlons de saisir les biens de la personne et trouver des moyens pour pouvoir récupérer. Et mon frère, la plupart des détourneurs, des corrupteurs, quand ils volent, ils détournent, je vous dis la pratique, ils ne mettent pas les biens à leur nom. Ils ne mettent pas les noms, il y a bien leur nom. Mais même les gens s'organisent. Quand vous parlez de bien à servir les biens, vous allez servir des qui? Ils ne mettent pas leur nom. Pour conclusion, ils ont des traitements. Oui, mais il y a des traitements qui sont utilisés. La seule manière d'arrêter, moi je vous dis, c'est la peine de mort. D'accord. Pour une fois, le DG de la GECAMIN a échappé à l'œil regardant de l'IGF. Pourquoi? Parce qu'au départ, on a dit que ces mafieux ont essayé de prendre l'argent et payer dans une société filiale qui est Simco. Mais l'IGF, Alinguet avait réagi. Il a dit dans une dépêche que cette société n'était pas sous notre encadrement. Oui, non, c'est parce qu'en fait, il y a eu la stratégie. Il y a eu un outil qui avait été lancé sur tous les partenariats de la GECAMIN. Alors, ça, c'est un partenariat de la GECAMIN avec la société Kisenge Manganèse. Mais alors, curieusement, ce partenariat n'avait pas été connu, n'était pas connu par... ils ne sont pas arrivés dans le niveau. Ils sont pas arrivés. C'est après les avoir, comme on dit, investigués, qu'ils ont fini par découvrir ça. Seulement, s'ils avaient été au courant, depuis le début, l'IGF aurait... Parce qu'aujourd'hui, si on vit qu'est-ce qu'on va faire avec aujourd'hui? Ça, c'est un avec la peine de mort. Il faut travailler sur l'ordre congolais. Ah, mon frère, il faut oublier, mon frère. Les gens vont comprendre. Sur les valeurs. Parce que l'homme congolais a tendance toujours à aller au-delà de ses prérogatives. J'ai commis les Liban. Aujourd'hui, donc on doit réinstaurer. Là, parler de la citoyenneté, messieurs. Rapidement. Donc aujourd'hui, les questions s'engagent au niveau de l'homme congolais. Du régime. Il faut être dans le praxis, mon frère. Monsieur Ringou, terminé. C'est vrai que la peine de mort répond à un double rôle. D'un côté, on a le rôle dissuasif pour dire à ceux qui seront tentés, et très pédagogique. Mais aussi, il y a un rôle rétributif. C'est pour permettre à la personne qui a volé de payer par une condamnation, 5 ans de prison, tout. Mais vous allez voir qu'actuellement, ces discours ne passent pas. La peine de mort. Avec l'émergence de structures de droits de l'homme, on s'est dit, voilà, le droit de l'homme. Ça ne marchera pas. Mais moi, je me dis que le plus grand chantier de la RDC, c'est l'homme congolais. Avec l'histoire de la guerre. Voilà, nous allons bientôt terminer parce qu'il ne reste pratiquement plus de temps. Nous allons aborder le dernier sujet de ce mardi compresse. Je prie de suivre le président était tout récemment à Brazzaville dans le sommet sur les 3 bassins qui sauveront l'humanité. Et pour lui, c'était l'occasion de, comme qui dirait, de sortir des vérités. Suivant. Arrivé en compagnie de la première dame Denise Nyakeru à Brazzaville, capitale du Congo d'en face, Félix Tshisekedi, plus engagé que jamais à traduire ses pensées au public, a évoqué le contraste entre la tenue d'un tel sommet sur la conservation des forêts et le sabotage en cours dans le parc de Virunga, l'un des plus vieux parcs au monde situé dans l'est de son pays par un frère africain, le Rwanda. La conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde,
en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Il vaut mieux attendre voir le contenu qui sera mis dans tous ces beaux discours après ce sommet où Félix Tshisekedi a fustigé l'hypocrisie et l'irresponsabilité entre Africains vis-à-vis de partenaires occidentaux. J'ai suivi tout à l'heure avec attention l'adresse du président Macron, toute sa bonne volonté à vouloir venir dans des partenariats, mais j'ai tout de suite compris par son attitude que c'était du politiquement correct. Il n'en croyait pas un mot. Non pas parce que lui est menteur, non, loin de là. Parce que nous ne sommes pas sérieux, et eux le savent. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Ce sommet clôturé samedi dernier concernait les bassins de l'Amazonie, Bornéo, Mekong et le Congo, qui sont considérés comme les poumons de la planète. Ces assises ont servi donc de cadre de débat sur la gouvernance des écosystèmes forestiers face au changement climatique progressif et inquiétant dans le monde actuel. Voilà, un discours très courageux du président congolais parmi ses pairs. Monsieur Nozon, évaluation. Mais voilà, moi j'ai reconnu dans ses discours un Tshisekedi qui s'est souvenu avant d'être président de la République qu'il était combattant. Et ça c'est un discours pratiquement à la manière de l'UDPS, ça veut dire pour lutter contre justement... et ça montre aussi du point de vue de mon analyse une certaine intelligence. Parce que beaucoup étaient là, ils sont passés avant lui, mais on a senti que c'était presque... politiquement correct. Non mais non, on vient, on prononce un discours, c'est d'habitude, on vient dans un sommet, on a prononcé un discours, on se fait applaudir, et puis après, c'est fait. Mais là, on a vu quelqu'un qui a effectivement suivi le déroulement de ces travaux, et qui a eu le temps d'analyser et d'attaquer ses pairs. Et avoir le courage de faire comprendre, une fois pour toutes, à la planète, qu'on a besoin de changer les méthodes. Vous vous souviendrez, quand Sarkozy est passé, pas Sarkozy, plutôt Macron est passé ici, il a dit il faut arrêter avec cette politique de détenir ce qu'il faut pour nous. Nous devons être capables de nous assumer. Et pour nous assumer, ça veut dire que nous devons démontrer que nous croyons dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, et nous en avons l'intelligence, les moyens et les capacités pour faire changer les choses. Donc c'est ça qui est plus important, et c'est ce que les autres n'ont pas retenu. Et voilà, c'est que... Bon, le président Macron disait armez-vous d'une armée forte pour être un pilier dans la région du Grand Lac. Vous avez, ce discours, c'est un discours oracle comparable à celui de 1954 de Mobutu. Mais je me dis, est-ce que la géopolitique de la sous-région rencontre-t-elle, n'est-ce pas, ces vérités que le président prétend donner à ses pairs? Non, c'est pas une prétention. Est-ce que, bon, écoutez, s'ouvrez, que je finisse. Nous avons vu le président à la tribune des Nations Unies dire haut et fort que l'agresseur de la RDC, c'est le Rwanda avec les supplétifs du M23. Nous avons suivi. Est-ce que vous pensez que l'occasion était là d'évoquer cette question? S'il vous plaît. Moi, je crois que le président est revenu sur un élément très important du financement des questions environnementales, parce que la RDC contribue très considérablement à la question du climat. Je crois que c'était correct. Mais ces discours-là, je vous dis la vérité, il ne passe pas. Il suffit de voir la réaction de ses pairs.
Il suffit de voir la réaction. Mais écoutez, on se pose une question. On se pose une question. On le sait, même au niveau du Parlement. On peut être un bon sénateur, soit-il. On peut beau crier qu'il y a corruption, qu'il y a détournement. Si on n'est pas du côté de ceux qui décident, ça fait rien. Ça fait rien. Ça fait rien. Nous sommes à des dénonciations. On va dénoncer jusqu'à quand? Ça fait rien. Je pense que c'est pour cela que ces pères africains, s'ils avaient compris ce que lui a dit, tout de suite, ils se mettraient debout pour l'accompagner dans son combat. Voilà, c'est ça qu'il faut arracher. C'est sommet de 3 bassins qui sont au Congo-Brazzaville pour apporter sur l'écosystème forestier. Mais les chefs d'État avaient raison. Nous parlons de l'écosystème forestier, ici entre nous, mais dans la partie est du pays, on est tenté de détruire le parc de Virunga. Donc, si nous sommes des aventuriers, nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux entre nous. C'est un discours à applaudir. Moi, je ne sais pas, les gens ont peur. Vous savez, j'ai suivi Jean-Luc Mélenchon dit en politique, il faut nommer les choses. Les chefs de l'État nommés, oui, il va aller jusqu'où? Mais où est-ce que le chef d'État n'est pas parti? Mais les L'Union européenne, l'Union africaine, SADC, aujourd'hui déjà, SADC. Mais attendez, il me parle que la RDC, on a agressé la RDC par le Rwanda. Que font les autres pays de la communauté internationale? Ils ne font rien. Il faut des... Papa, nous tous, nous passerons. Mais il faut dire la vérité aux gens. La vérité libère les gens. Parce que si le chef de l'État ne tient pas ce genre de discours, vous savez, il y a une vidéo qui circule. Vous avez suivi ces pasteurs-là, c'est qui dit? Il faut même que les voir. Tout c'est la bombe atomique de Boramonawan. Vous voyez que moi de telles discussions même déjà. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est quoi? La politique est dans l'influence qu'on a sur les gens. Je dis ceci. Quand quelqu'un arrive au bout, on ne va plus suivre les voies diplomatiques. J'ai réagi par rapport à la réaction justement de Henri Ndindou, mon frère. C'était pas une... Votre frère? C'était pas une prétention. Ton frère? Eh bien oui. C'était pas une prétention. Avec mon frère. Oui. Il est allé au fait. Vous parlez des 3 bassins du Congo, mais de l'autre côté, le parc Virunga est menacé. La personne qui travaille pour la destruction, c'est notre voisin, Paul Kagame. Donc aujourd'hui, c'est un discours vraiment que moi j'applaudis. Il faut faire passer ça chaque 20 heures de la RTL, il faut faire passer les discours. Oui. Parce que c'est une posture qu'a pris une posture comme moi, j'ai toujours dit sur ces plateaux. Même le Toundé, on voit son attitude lorsqu'il est devant les ambassadeurs. Il a enlevé ses lunettes. Dotez-vous d'une armée formelle. On va vous respecter. Ici, nous sommes à la dénonciation. Nous sommes dans beaucoup d'organisations sous-régionales avec le Rwanda. Le Rwanda le sait. Pas encore de l'hypocrisie. Eh bien voilà. Moi je me dis, cher Vini, moi je me dis, la géopolitique n'est pas dans la dénonciation. Nous avons suivi Emmanuel Macron, qui nous demande, nous, peuple congolais, de nous doter d'une armée forte. La géopolitique, c'est pas dans la dénonciation en fait. Mais soyons des acteurs, en même temps, un discours du bien aux amis de on nous demande de nous doter d'une armée forte, en même temps, c'est la France qui était parmi les pays qui ont bloqué, qui nous ont mis dans l'embargo. Intéressez-vous aussi à la fin de cette parenthèse. Parce qu'il n'a pas seulement dénoncé, mais il a donné aussi sa position en termes d'action. À la place de construire des ponts, qu'est-ce que moi je fais? Des barrières. Mais c'est ça l'action, donc on n'est plus à donc c'est l'action qui... Une minute, 10 secondes, on a fini. Oui, moi j'ai dit, j'en appelle aux magistrats par rapport à tout ce qu'il y a comme détournement et corruption, à jouer leur rôle parce que, disons, le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir à part entière et puis indépendant. Et j'en appelle aussi à la Cour des comptes de s'activer. Et j'en appelle à l'IGF aussi. Il faut qu'il y ait la transparence. Des dossiers phares, il faut les étaler. Voilà. Il faut les étaler pour que les Congolais savent. Parce qu'aujourd'hui, vous savez quoi? Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui ont commis des méfaits.
sous le régime Kabila, qui ont pris fuite, ça va, qui se cachent à l'union sacrée. Il faut qu'on puisse se faire sortir. Il arrive à répondre à leurs actes. Et ce sont déjà demain, c'est une commencer à se mourir de ces régimes. Monsieur, nous sommes conclusion. Il faut les sortir. En guise de conclusion, sur tout ce que nous avons dit, je voudrais insister que nous sommes en train d'aller aux élections. Ouais. Donc nous avons besoin de la paix. Et tout ce que nous attendons des différents candidats, c'est plutôt des offres politiques qui permettent de résoudre les questions auxquelles sont confrontées les populations congolaises. Et donc, je pense que c'est une occasion. Il n'y a plus de raison, il n'y aura plus personne qui nous dira que le processus n'était pas inclusif. Et là, tout le monde est satisfait, tout le monde est dans la course. Parce que Moïse est là de se victimiser ici et de dire que non, voilà, nous, parce que j'entends quand même déjà, malgré tout ce qui a été fait, on dit que nous émettons quand même de doutes. Mais vous émettez quel doute? Donc on a bien compris qu'il y a des gens véritablement au niveau de leur qui ont déjà vu la contestation. N'ont jamais été là pour les élections, mais juste pour la contestation. Monsieur Vinin a dit conclusion. Les 30 élections étaient en marche et on a parlé ici de la laideur et de la beauté des dossiers. Je n'étais pas d'avis. Mais nous voulons la paix, nous voulons que les élections puissent se focaliser avec une sorte d'inclusivité. Même Martin Fayulu a compris que non, tu dois battre campagne parce que les élections auront bel et bien lieu et ces élections vont être accompagnées avec la paix. Donc justement, j'en appelle que tous les acteurs politiques, nous devons, donc voilà quoi, je montre même les moyens. Je suis très content et j'apprécie le courage que fait montre le président Tshisekedi lors du récent sommet. Je suis d'accord sur le fait qu'on doit accorder un financement au pays qui, n'est-ce pas, qui contribue, n'est-ce pas, à réduire la déforestation, la pollution et tout le réchauffement climatique. Je crois qu'il faut soutenir ces pays-là et que ces financements peuvent provenir que de ces pays grands pollueurs. Mais je suis aussi préoccupé par les trois territoires, Rutshuru, Masisi et Komount, voilà, qui ne sont pas en bon état pour participer aux élections. Voilà, voilà, nous sommes dans les promesses. Voilà, jusque-là, il n'y a rien de concret, un effort est fait, mais on veut que ces populations, ces Congolais participent aux élections. Je crois que ça ferait du bien à tout le monde. On aura une assemblée nationale constituée de tous les Congolais qui se reconnaissent dans cette institution. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que nous en avons fini avec ce numéro de Mandico Presse, tribune de journalistes. D'ailleurs, le temps nous a manqué. Il y a tellement de choses à dire sur toutes ces questions. Mais au moins, on a retenu qu'une chose. Les confrères ont relevé beaucoup de vérités. Il faut, point d'honneur, changer les mentalités. Parce qu'on en a assez, on revient. Tout le même problème. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Finalement, que faut-il? Il faut changer de Congolais, ou il faut nous appeler Bongolais, ou Mongolais, ou je ne sais pas quoi. La peine de mort. La peine de mort, voilà, on en va jusqu'à ça. Et j'espère que vous avez aimé. Je vous prie de rester à votre écoute, à l'attention de Mandico Télévision, la chaîne qui est à votre service. Et une bonne chose, je rappelle qu'on avait sur ce plateau des invités, M. Pascal Kambala, rédacteur en chef à Bion Radio, M. Innocent Kamkwala, journaliste, analyste et responsable d'un média. Je ne vais pas le citer, mais responsable d'un média. Nous avons M. Ngali, rédacteur en chef à Mandico Télévision, et enfin M. Henri Nindou, rédacteur en chef d'Ex-Politique chez C23, 24+. Voilà. Bon week-end. Et quel est le pouvoir? Dis ça.